L'ONU autorise les pays membres de la coalition à user de la force contre l'Irak. Un ultimatum est fixé au 15 janvier. 17 janvier 1991. Pendant que les États-Unis débutent Tempête du désert, une opération militaire destinée à neutraliser l'armée irakienne, un jeune étudiant de l'université d'Helsinki choisit pour son mémoire de master de développer un système d'exploitation singulier. À ce moment-là, il était loin d'imaginer que son invention prendra l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, puisque 30 ans plus tard, c'est l'un des systèmes d'exploitation le plus utilisés dans les grandes firmes, à savoir Google, Facebook et Wikipédia. Today, you find Linux everywhere. In small embedded devices, supercomputers, this technology allows you to expand into many different niches. Personne n'aurait imaginé que le passe-temps d'un étudiant viendrait bousculer le monde des technologies. Je vous propose de suivre l'épopée d'un monument qui a consacré une grande partie de sa vie à composer un outil qui a bouleversé notre monde. Si les développeurs d'applications doivent s'en inspirer, c'est qu'en partant d'une idée simple, il a su imposer un nouveau paradigme en toute discrétion. Les compétences qu'il manifeste pour révolutionner notre société méritent votre attention car il y a une leçon à en retenir. Linus Torvald, de son vrai nom Linus Benedict Torvald, naît en 1969 dans la ville d'Helsinki, la capitale de la Finlande. Il fait partie d'une communauté qui parle suédois, son père et sa mère sont journalistes. À l'opposé des jeunes enfants de son âge, qui passent leur temps à jouer dehors, le petit Linus développe très tôt une appétence à l'égard des ordinateurs, et ainsi fait-il ses premiers pas de développement en langage basique sur un Commodore VIC-20. Cet insatiable appétit de l'électronique l'entraîne à entreprendre des études d'informatique à partir de 1988 qu'il poursuit jusqu'au master. Cependant, comme dans beaucoup de pays, le service militaire est obligatoire en Suède. Ainsi, doit-il interrompre ses études pour s'y conformer. Au retour, vers 1990, il reprend son cursus là où il l'avait laissé et découvre quelque chose de sensationnel. Lorsqu'il retrouve les bancs de l'université, sa boulimie à l'égard des OS est encore plus éclatante. C'est à ce moment-là qu'il découvre le système Unix. Fin bricoleur, il l'analyse et commence à en modifier les systèmes d'exploitation. Au départ, il touche à Minix, un système d'exploitation développé par Andrew Tannenbaum pour faciliter le travail des étudiants. Au fur et à mesure de son travail, il se rend compte des limites de ce dernier. Bien heureux d'avoir trouvé dans l'introspection des OS une nouvelle distraction, il décide d'en faire l'objet de son mémoire de master, Linux, a Portable Operating System. Et c'est pourquoi, en 1991, il entame le développement de son propre OS. Le projet Linux fait tapage, on en parle de plus en plus dans les forums de geeks, mais Linus reste pensif. Il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi Linux? Une application privée comme Windows ou iOS? Peu de temps après avoir soutenu sa thèse avec brio, Linus ne sait toujours pas ce que va devenir son projet. Comment faire en sorte qu'il ne lui échappe pas et surtout comment faire pour le distribuer. Et c'est au cours d'une conférence dans une université que tout bascule. En effet, il y fait la connaissance de Richard Stallman, le gourou du logiciel libre. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que ce sont les logiciels qui respectent la liberté de leurs utilisateurs. Égalité parce que dans la communauté du logiciel libre, tous les utilisateurs sont égaux. Personne n'a du pouvoir sur personne. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. C'est à ce moment-là que le prêtre de GNU le convainc de distribuer son logiciel avec la licence open source, c'est-à-dire que le logiciel est libre et le code source accessible à tous. En faisant ce choix, Linus ne sait pas encore, il vient de faire basculer la société dans un paradigme qui n'était seulement connu que des initiés. Le début des années 90 est aussi un entretemps de bonne humeur au niveau personnel, puisqu'en 1993, Linus Torvald rencontre Tove, sa future femme,
au cours d'un exercice d'informatique où il est le professeur. De leur union naissent 3 filles, Patricia Miranda, Daniela Yolanda et Celesta Amanda. Linus a désormais une famille, mais Linux ne rapporte pas d'argent. Il faut donc trouver un moyen pour subsister. Son diplôme en poche, il décide de chercher du travail. Il évite les sociétés qui utilisent son OS afin de ne pas les favoriser dans l'évolution de son système. Et c'est en 1997 qu'il trouve le Graal. Désormais, Linus Torvald est un employé comme un autre qui travaille pour Transmeta, une société de la Silicon Valley spécialisée dans le développement de microprocesseurs. Durant cette période, la communauté qui entoure le développement de l'OS est dans le flou, car personne ne sait si le père fondateur de l'OS novateur va continuer son implication. Fort heureusement, la direction de la société qui l'emploie l'autorise à travailler sur son projet. Le succès s'accroît de manière exponentielle, spécialement dans le monde des hackers. Il y a désormais de plus en plus de personnes qui utilisent son application. Les logiciels dits libres profitent de cet élan positif pour se démocratiser. Après 6 ans de service auprès de son employeur, Linus voit arriver la bascule qu'il attendait. Linus n'est pas forcément épanoui en tant que salarié. On peut imaginer que mener 2 projets en même temps n'est pas si facile. Et c'est pourquoi, en 2003, envers et contre tous, il quitte Transmeta pour l'Open Source Development Labs, afin d'y consacrer à temps plein son rêve GNU Linux. En 2007, l'Open Source Development Labs intègre Linux Foundation, qui demeure le principal sponsor de Linux, où il endosse le rôle de dictateur bienveillant. Linus est la personne qui oriente et valide toutes les évolutions du projet. Ce n'est pas un dictateur comme un autre, puisque la communauté l'accepte. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme on aurait pu l'espérer. Plus le projet prend de l'ampleur, et plus la communauté s'agrandit. À l'instar de son homologue Steve Jobs, Linux est un personnage exécrable et extrêmement désagréable envers ses pairs. Aussi, n'hésite-t-il pas à insulter publiquement tous ceux qui ne partagent pas sa vision. NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So, NVIDIA, fuck you. Un comportement odieux qui ne l'empêche pourtant pas de faire du bon travail. Et pour permettre à sa communauté de travailler sur le même code source, il utilise un logiciel de gestion de configuration, BitKeeper. Il s'agit là d'une funeste erreur qu'il va payer, mais il ne le sait pas. Le choix d'utiliser BitKeeper ne fait pas l'unanimité auprès de la colonie de développeurs. Ce n'est pas un logiciel libre puisqu'il est payant, et cela commence à agacer ses disciples. Pour éteindre le feu de critiques qu'il reçoit, Torvald s'engage dans le développement d'un logiciel qui respecte la licence GNU, à savoir Git. L'utilisation de Git ne suffit pas à calmer les railleries, bien au contraire. La tension entre Linux et sa communauté atteint son paroxysme. Ainsi, décide-t-il d'entreprendre un acte aussi inattendu que sage. En septembre 2018, il se résout à lever le pied et à prendre 1 mois de vacances. Il en profite pour présenter de plates excuses publiques aux membres de la communauté qui ont fait les frais de son agressivité ainsi que de son manque d'empathie. This is such a strange thing. Your software, Linux, is in millions of computers. It probably powers much of the internet. And I think that there are like 1.5 billion active Android devices out there. Your software is in every single one of them. It's kind of amazing. You must have some amazing software headquarters driving all this. That's what I thought, and I was shocked when I saw a picture of it. I mean, this is the Linux World Headquarters. Linus Torvald est l'exemple du développeur qui est parti d'un simple outil pour proposer une nouvelle vision du logiciel. Aujourd'hui, tout le monde semble trouver normal d'utiliser des logiciels sans les payer. C'est le cas des outils de l'écosystème Java, mais cela n'a pas toujours été le cas. Ce que vous, développeurs, devez en retenir est que sans volonté personnelle, rien ne se fait, et c'est en ça que je vous encourage de développer des outils qui ressemblent au monde que vous voulez.